Bien le bonjour, donc dans cette vidéo, on va parler d'intégrité intellectuelle et de prévention du plagiat, autant dans un rôle d'enseignant-enseignante que dans un rôle d'étudiant-étudiante, autant volontairement qu'involontairement, par incident, par accident. Parce que oui, plus souvent qu'autrement, je crois sincèrement qu'on commet des actes de plagiat ou qu'on viole l'intégrité intellectuelle de certains contenus, différents auteurs, autrices, de manière bien involontaire. Alors commençons premièrement par démystifier rapidement la loi sur le droit d'auteur, communément appelée depuis 2012 la loi sur la modernisation du droit d'auteur. Parce qu'il faut savoir qu'avant 2012, avant cette loi omnibus, adoptée justement sous l'ère de Stephen Harper. Alors, auparavant, on n'incluait pas réellement le contenu numérique dans la loi sur le droit d'auteur, alors qu'à partir de 2012, on est venu moderniser cette dite loi afin justement d'intégrer tout ce qui était plus contemporain au niveau de la diffusion de contenu. Toutefois, il faut savoir qu'autant avant qu'après 2012, on conservait néanmoins cette notion qu'on appelle d'utilisation responsable, d'utilisation raisonnable, dite le fair use aux États-Unis ou dans le Canada anglais. Donc un principe qui veut tout simplement que pour des raisons pédagogiques, artistiques, de critique, de parodie, on soit en mesure d'utiliser du matériel malgré la protection du contenu utilisé. Donc, pour des raisons pédagogiques, pour des raisons artistiques, de parodie, etc., de critique littéraire, critique iconographique et autres, on est en mesure d'utiliser du contenu, même s'il est protégé par la loi sur le droit d'auteur. Toutefois, on doit toujours, en tout temps, citer d'où ce contenu provient. Alors voilà, ça c'est vraiment la loi sur la modernisation du droit d'auteur, qui a par la suite été légèrement modifiée aussi au cours des années suivantes. Il faut comprendre que dans la vie, même si on regarde une photo sur Google Earth, par exemple, même si je vois une maison sur Google Earth, j'ai beau la voir, j'ai pas le droit d'aller entrer dedans. Donc la vision est publique, mais l'utilisation de la maison ne l'est pas. Elle n'est pas permise. Il ne m'est pas permis d'entrer ou d'aller sur le terrain, même si je le vois, puisque c'est de notoriété privée, c'est de notoriété contrôlée, légiférée. De la même manière que si j'arrive tout simplement sur Street View, c'est pas parce que je vois, par exemple, une automobile ici, que je peux aller entrer dedans, que je peux l'utiliser, que je peux l'emprunter. Non, parce que justement, c'est de notoriété privée. Elle a beau être stationnée dans un endroit public, j'ai beau pouvoir la voir sur un outil qui me montre publiquement où est-ce qu'elle est. Je n'ai pas le droit, je n'ai pas l'autorisation de partir avec, de l'utiliser, puisque ça appartient à quelqu'un. Alors, de la même manière, même si je vois un contenu sur Wikipédia, ça ne me donne pas le droit de partir avec. Même si on me dit, oui, mais Wikipédia, c'est une encyclopédie, excusez-moi, une encyclopédie libre. Effectivement, Wikipédia a une licence qu'on appelle une licence Creative Commons. Donc, une licence de droit d'utilisation communautaire, de droit d'utilisation libre. Oui. Toutefois, en tout temps, lorsque je sélectionne, que je copie et que je vais coller, à tout moment, je me dois, je répète, à tout moment, je me dois, autant comme enseignant-enseignante que comme étudiant-étudiante, d'aller sélectionner également l'URL, de copier l'URL et d'aller fournir, que ce soit dans mon PowerPoint, dans un Excel, dans une vidéo ou dans un point doc, donc dans un travail dans Word, en tout temps, je me dois de fournir l'URL pour souligner la provenance de ce contenu que j'ai sélectionné et copié. C'est pas parce que je le copie sur Internet que ça m'est donné. De la même manière, si je m'en vais sur Google Images et que je cherche des images, j'ai beau la voir sur Google Images, c'est exactement le même principe que de regarder des maisons sur Google Earth ou sur Street View. C'est pas parce que je la vois que je peux la prendre. Donc, à tout moment, si je décide d'aller copier l'image, eh bien, je dois aussi prendre le temps d'aller consulter et ensuite de ça, de prendre le temps de prendre l'URL, copier l'URL, et peu importe l'endroit où je collerai l'image que j'ai sélectionnée et copiée, je dois également, juste en dessous, préciser la provenance de ce matériel-là. Même si c'est pour faire un PowerPoint en classe, même si c'est pour remettre un travail scolaire,
même si c'est pour remettre un simple devoir qui se veut formatif et non pas sommatif, même si c'est pour faire une petite activité rapide et bidon. C'est pas grave, en tout temps, je me dois. Dès que je sélectionne, que je copie une image ou que je copie un contenu ou que je partage une vidéo à partir de YouTube, en tout temps, je me dois absolument de sélectionner l'URL et de préciser la provenance de mon matériel. Peu importe. Pourquoi? Si vous en faites une distribution qui sort de votre cours, qui sort de votre enseignement ou de votre étude, alors dans ce cas-là, il faut absolument respecter également les lois du droit d'auteur parce que là, vous sortez en plus de ça du cadre pédagogique. Ce qui veut dire que si vous décidez d'en faire un jeu à l'extérieur de votre cours, vous devez absolument respecter les lois et payer, et je dis bien payer les redevances à l'auteur de ce contenu visuel ou textuel que vous avez sélectionné et copié. Si c'est interdit de réutiliser, c'est donc interdit pour vous. Tout simplement. Afin de vous aider dans la vie, vous pouvez toujours utiliser les outils, donc les moteurs de recherche avancés, que ce soit donc de Google Recherche avancée ou Google Recherche avancée d'images. Dans les deux cas, ça vous permet toujours d'aller dans les droits d'usage. Et ensuite de ça, d'aller chercher tout simplement du matériel libre de droit d'usage ou de distribution, sinon même de modification. Même chose pour les images. Vous pouvez donc chercher tout simplement des images qui sont licence Creative Commons si vous le souhaitez, ce qui vous donnera donc la possibilité de recevoir des suggestions d'images qui sont en Creative Commons. Mais attention encore là, pour chaque image qu'on retrouve en Creative Commons, le Creative Commons comprend toute une nuance, tout un éventail de droits de partage qui part de libre d'utilisation peu importe, à libre d'utilisation sans but lucratif, à libre d'utilisation sans aucun droit de modification, à libre d'utilisation tant aussi longtemps que vous mentionniez l'auteur, l'autrice de ce contenu, etc. Et il peut y avoir des additions de toutes ces nuances, de tout cet éventail de conditions d'utilisation. Alors, pour faire un résumé, lorsque c'est pas à nous, dès que ce n'est pas nous qui avons créé le matériel textuel, iconographique, auditif, vidéo, eh bien, dans ce cas-là, on se doit de préciser la provenance. Et à tout moment, même dans le cadre de notre enseignement, dans le cadre de notre vie étudiante, on se doit à tout moment de respecter également les principes d'utilisation raisonnable et responsable qui sont grossièrement les mêmes que Copybeck véhicule également, c'est-à-dire un 10% maximum jusqu'à concurrence de 25 pages pour le matériel textuel, 15% pour tout autre document, 100% d'une pièce de théâtre non publiée ou achetée sur Adèle Inc., etc. Ce sont les conditions à respecter, même dans le cadre de notre enseignement ou de notre vie étudiante. Très important. N'oubliez pas qu'à tout moment, vous avez évidemment accès à votre spécialiste en moyens techniques d'enseignement, communément appelé bibliothécaire, mais ici on l'appelle notre SMTE, au Centre des médias, ainsi qu'évidemment aussi à votre personnel en conseillance technopédagogique, donc vos CPTIC au SSER, donc au service de soutien à l'enseignement et à la recherche, afin de répondre à vos questionnements, afin de mieux vous guider dans votre utilisation des différents contenus technopédagogiques possibles. Merci, une bonne journée à vous.